stratégie du Canada pour l'Afrique. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux témoins d'aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, du commerce et du commerce international et du développement, Mme Cheryl Urban, sous-ministre adjointe, Direction générale de l'Afrique, Andrew Smith, directeur général Bureau des Affaires panafricaines, Susan Steffen, directrice générale Bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, et Sarah Nichols, directrice division des relations bilatérales de l'Afrique centrale et australe. Vous aurez 5 minutes pour vos déclarations d'ouverture, après quoi nous passerons à la période de questions. J'essaie donc la parole à Mme Cheryl Urban pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tant que sous-ministre adjointe du secteur de l'Afrique à Affaires mondiales Canada, je suis heureuse de m'adresser à vous cet après-midi pour parler de l'engagement du Canada en Afrique et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie pour l'Afrique du Canada. Le 10 avril 2024, nous avons eu l'honneur de présenter au comité une mise à jour sur l'approche du gouvernement à l'égard du continent dans le cadre de son étude « Une nouvelle ère de partenariat, l'engagement du Canada en Afrique ». À ce moment-là, Affaires mondiales Canada préparait le deuxième dialogue de haut niveau avec la Commission de l'Union africaine, qui s'est tenu novembre dernier. En parallèle, le ministère mobilisait des parties prenantes au Canada et en Afrique pour élaborer un cadre d'engagement, lequel a mené au lancement de la stratégie pour l'Afrique en mars dernier. Le rapport du comité a été une référence importante pour guider cette démarche. Much has changed since we last appeared before the committee. Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière comparution devant le comité, depuis le lancement de la stratégie en mars 2025. Nous assistons à une recrudescence des turbulences économiques mondiales et à un élargissement des fractures géopolitiques. En réponse, le gouvernement du Canada se concentre sur la productivité et la prospérité économique du pays, ainsi que sur la protection de la souveraineté et de sa sécurité. Notre gouvernement s'est engagé à accroître les exportations vers les marchés non américains et à diversifier le commerce. Plus que jamais, il est nécessaire d'établir des partenariats économiques solides avec les pays du monde entier. La stratégie pour l'Afrique souligne la nécessité de se concentrer sur des partenariats mutuellement avantageux. La stratégie vise à renforcer l'engagement du Canada envers l'Afrique en vue d'une plus grande coopération économique, de partenariats renforcés en matière de paix et de sécurité, d'un engagement accru des communautés africaines de la diaspora au Canada et d'une aide internationale qui soutient la réduction. Comme une région d'opportunités et un partenariat clé pour la réalisation des priorités internationales du Canada. L'Afrique se distingue par ses économies en forte croissance, une classe moyenne en expansion et une jeunesse dynamique, moteur d'innovation et d'entrepreneuriat. Il est essentiel pour le Canada de s'associer au continent afin de promouvoir la sécurité et la stabilité. In the course of our ongoing implementation, dans le cadre de la mise en œuvre continue de la stratégie pour l'Afrique, Affaires mondiales Canada continue de donner suite aux recommandations formulées par ce comité dans son rapport de novembre 2024. Dans la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement a nommé 2 envoyés spéciaux afin de renforcer notre présence et nos échanges avec les décideurs africains. Ben-Marc Diandré, envoyé spécial pour l'Afrique, et Marcel Lebleu, envoyé spécial pour le Sahel. Nous travaillons également à approfondir nos présences diplomatiques et commerciales en Afrique, conformément aux recommandations de ce comité, notamment par la création d'un haut commissariat à part entière en Zambie et d'une ambassade à part entière au Bénin. Nous misons aussi sur les liens interpersonnels qui unissent le Canada et l'Afrique, notamment notre appartenance au groupe des nations francophones. Cet atout comparatif nous permet de tirer parti de partenariats avec les pays africains francophones, tant sur le plan des échanges commerciaux que des alliances politiques, y compris au sein d'organisations multilatérales comme l'Organisation internationale de la francophonie. We stood up the Africa Trade Hub that coordinates Canada's economic diplomacy. Nous avons mis sur pied le Centre commercial pour l'Afrique qui coordonne la diplomatie économique du Canada ainsi que ses activités commerciales d'investissement. Le Centre a joué un rôle déterminant dans la coordination avec les missions du Canada en Afrique afin de soutenir le secteur privé canadien sur le continent et les priorités en matière de politique commerciale telles que les négociations en cours avec la Zambie et la Tanzanie en vue de la conclusion d'un accord sur la promotion et la protection des investissements. Reconnaissant la nécessité de passer à des relations d'aide traditionnelle à des partenariats économiques plus approfondis, nous avons lancé un nouveau programme de commerce de développement en Afrique.
Un exemple concret de ce travail est le marché du commerce et du développement organisé par le Haut-Commissariat du Canada au Kenya, qui s'est tenu à la fin du mois d'octobre à Ottawa et qui a contribué à mettre en relation des partenaires de développement et des entreprises canadiennes souhaitant faire des affaires sur les marchés africains et d'autres pays. Les investissements dans le commerce et le développement s'appuient sur le soutien de longue date du Canada à la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui a impliqué le Centre africain des politiques commerciales de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, ainsi que des partenaires canadiens tels que le Bureau de facilitation du commerce du Canada et un consortium dirigé par le Centre pour la politique et le droit commerciaux de l'Université de Carleton. Le Canada continue d'investir dans la réduction de la pauvreté, s'appuyant sur des décennies d'investissements significatifs dans des domaines tels que les systèmes de santé et l'éducation, y compris pour les filles et les femmes. Parallèlement, le Canada continue de fournir une aide humanitaire et de mener des actions de plaidoyer politique dans les situations de conflit et de crise dans le cadre de son engagement dans les contextes fragiles. Nous avons également continué à renforcer notre collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Depuis la signature du protocole d'entente entre le Canada et la Commission, nous avons été en mesure de faire avancer les choses en novembre dernier. Un troisième dialogue de haut niveau est prévu pour l'automne 2026. Africaine au Canada s'est intensifiée, notamment pour soutenir les partenariats économiques et les efforts de diversification commerciale. Depuis le début de cette année, le secteur de l'Afrique a participé à plus de 20 initiatives menées par la diaspora au Canada, y compris dans le cadre de nos réseaux de missions. En juin, par exemple, le Haut-Commissariat du Canada au Ghana a co-organisé le Forum d'investissement de la diaspora ghanéenne avec des institutions financières et le gouvernement ghanéen. Nous avons également collaboré étroitement avec l'Afrique du Sud, multipliant les échanges de haut niveau au cours de la dernière année dans le cadre de nos présidences respectives du G7 et G20. Ces interactions ont permis de consolider cette relation stratégique pour faire progresser nos intérêts bilatéraux communs, pour soutenir nos sommets respectifs, celui de Kananaskis et celui qui se déroule cette semaine à Johannesburg. Enfin, il est important de rappeler que les voix africaines sont essentielles pour bâtir les systèmes multilatéraux inclusifs. Le Canada a activement soutenu l'intégration de l'Union africaine au G20. Nous avons invité l'Afrique du Sud au sommet de G7 et collaborons avec elle pour appuyer sa présidence du G20. Ensemble, nous faisons progresser les priorités communes, notamment les minéraux critiques, la réduction des risques de catastrophes et l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez constater, nous concentrons nos efforts sur les nouvelles priorités du gouvernement pour une prospérité et une sécurité partagées, en approfondissant nos relations avec des partenaires africains clés et émergentes. Dans sa mise en œuvre, la stratégie pour l'Afrique continuera de s'adapter à l'évolution du contexte mondial et aux priorités nationales. À travers les tensions géopolitiques et l'incertitude mondiale croissante, guidé par la stratégie pour l'Afrique, le Canada s'engage comme un partenaire fiable dans un esprit de relation d'égal à égal et de bénéfices mutuels. Je vous remercie. Thank you very much for your remarks. We now, Merci beaucoup pour les remarques. Passons maintenant à la période de questions. Commençons avec Mme Rood. Vous avez 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Ma première question vise à savoir si cette stratégie répond à la réduction de 2,7 milliards de dollars du budget en la matière et qu'est-ce que ce financement pourra faire au niveau de cette stratégie. Merci beaucoup pour la question. La stratégie elle-même, lorsqu'elle a été mise en place, a été faite avec des ressources qui existaient déjà. L'objectif était de prioriser les ressources que nous avons déjà et de les réutiliser. Dans le contexte d'aujourd'hui, où le gouvernement du Canada se concentre à consolider les opérations gouvernementales et à réduire ses dépenses, nous sommes en mesure de répondre aux objectifs de la stratégie du Canada pour l'Afrique. Il suffit d'avoir des stratégies particulières qui nous permettront de bien octroyer nos ressources. Il faut également travailler plus fort au niveau de la coordination entre les différentes agences gouvernementales, donc par exemple entre Affaires mondiales Canada,
Exportation et Développement Canada, entre autres. De cette façon, nous serons en mesure de multiplier nos effets. Il faut également renforcer nos processus et tirer profit de l'intelligence artificielle et de la technologie pour nous assurer d'avoir des processus plus efficaces. C'est ce qui est faisable avec les ressources que nous avons au sein du gouvernement. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez parlé de normaliser le financement. Alors, je me demandais quels nouveaux fonds seront demandés pour la stratégie au cours des 5 prochaines années. Comment allez-vous faire le rapport de l'optimisation des ressources et l'utilisation du personnel et des ressources mobilisées? C'est écrit dans la stratégie que le gouvernement du Canada versera 4,5 milliards de dollars sur 5 ans pour la stratégie. Ça nous permettra de répondre aux objectifs de la stratégie telle qu'elle est rédigée à l'heure actuelle. Même avec les réductions du gouvernement, ce sera tout de même atteignable. Nous pourrons utiliser nos ressources en les redirigeant vers les marchés prioritaires. Par exemple, sur le continent africain, nous avons des relations commerciales avec 8 à 10 pays en particulier sur le continent. Alors, nous savons où diriger nos efforts. Pour ce qui est des rapports sur les résultats, nous avons un processus qui nous demande de rendre des comptes quant à nos activités et aux mesures, qu'elles soient commerciales ou des mesures diplomatiques. Il y a également des rapports sur l'aide internationale qui nous permet de justifier l'utilisation de nos dépenses. Est-ce qu'on parlera de l'optimisation des ressources des contribuables dans ce rapport? Est-ce qu'on pourra dire combien d'emplois canadiens sont appuyés par ce financement? Le gouvernement du Canada et Affaires mondiales Canada vont produire des rapports sur tous les aspects de leur collaboration économique et dans le cadre du développement d'une stratégie de diversification des accords commerciaux. Et nous allons voir quels sont les résultats par rapport à ce que nous faisons en Afrique et voir comment ça impacte les Canadiens. Merci. Le Canada a signé un protocole d'entente en 2024 avec l'Union africaine. Quels sont les échéanciers pour cette année et l'année prochaine et comment est-ce qu'il y aura des rapports qui seront produits de façon transparente pour que le gouvernement soit tenu pour responsable de ses actions? Je vais commencer par répondre, puis mon collègue, M. Smith, va compléter. Le protocole d'entente que nous avons signé a plusieurs aspects. Il y en a qui concernent la coopération économique, d'autres la sécurité et la paix et autres. Nous travaillons avec notre Sherpa pour le G20 et le G7 qui ont fait des efforts dans ce sens. Et comme je l'ai dit également, il y a des dialogues qui seront tenus et en 2026, il y aura des rapports qui seront produits à ce sujet. Au sein de l'Union africaine, la Commission a opéré une transition au cours des derniers mois. Depuis février, il y a 8 nouveaux commissaires qui ont été mis en poste. Donc, il y a un lien avec le protocole d'entente. Nous sommes dans un processus pour établir un lien avec ces commissaires et déterminer la voie à suivre pour le plan d'action et faire un suivi du protocole d'entente. Nous nous basons sur l'agenda 2063, qui est le document principal de planification de la commission d'entente de l'Union africaine. Il compte créer une zone de libre-échange continentale et voilà sur quoi nous allons nous concentrer. Merci. La stratégie était désignée comme étant une première en son genre. Quelles sont les mesures précises que vous ne voulez pas répéter comme erreur? Malheureusement, vous n'avez plus de temps. Oh, désolé, on avait mis 5 minutes. Le premier tour, c'est 6 minutes. Merci. Donc, j'ai déjà posé ma question, donc veuillez y répondre. Est-ce que vous voulez que je la répète? Non, merci beaucoup.
L'objectif de la stratégie est de créer un réel changement et donc c'est un point tournant. Donc on veut une coopération économique et une relation d'égal à égal entre le Canada et les pays africains. Le Canada a eu une présence importante pendant plusieurs décennies en Afrique. Et ce que nos interlocuteurs africains nous ont dit, c'est que notre présence a été positive, mais qu'il y a des opportunités ratées pour avoir une collaboration sur plusieurs facettes pour travailler avec les secteurs privés et autres. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons à l'heure actuelle. Nous ne voulons plus nous concentrer sur juste un seul secteur. Merci beaucoup. Vous avez encore 10 secondes. C'est bon. Encore une fois, je suis désolée. Merci beaucoup, Madame Rood. Et encore une fois, je vous présente mes excuses pour cette erreur. Maintenant, Madame Vanderbilt, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. J'aimerais vous parler de la prévention des conflits et de la reconstruction et également le rôle que jouent les femmes dans la paix et la sécurité. Nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 50 conflits actifs dans le continent. Le Canada est attaché à la paix et la sécurité des femmes et nous le savons depuis un certain temps. Nous savons que quand les femmes sont autour de la table tout au long du processus, il y a plus de chances de stabilité et d'entente de paix. Pouvez-vous nous parler des ententes qui existent à l'heure actuelle et comment les femmes contribuent à la prévention des conflits? J'ai beaucoup parlé de la coopération économique comme étant un pilier de la stratégie pour l'Afrique, mais un autre pilier, c'est la paix et la sécurité. Si nous voulons une relation bénéfique pour les deux parties, il faut non seulement parler de l'économie, mais également de la paix et de la sécurité. Le Canada a une longue histoire de s'engager dans la paix et la sécurité dans le continent africain. Il y a des programmes pour la paix et la sécurité, le désarmement, etc. Pour ce qui est des femmes dans la paix et la sécurité, le Canada a fait preuve de leadership dans le domaine. Nous avons montré que les femmes contribuent grandement dans ce domaine. Est-ce que mes collègues ont quelque chose à ajouter comme exemple concret, par exemple? Je pourrais vous donner l'exemple de l'Éthiopie. C'est un endroit où il y a eu un excellent leadership canadien après les accords de Victoria en 2022. Il y avait un grand besoin de désarmement et des programmes DDR. Et le Canada y a participé et maintenant il y a un fonds où le Canada a investi 14 millions de dollars et il y a également d'autres partenaires qui y participent. Et il y a plus de 80 000 personnes qui ont été aidées grâce à cela. Vous avez également mentionné le fonds de qualité des voix des femmes et des enfants, et des filles plutôt. Donc, ça montre le rôle que les femmes et les voix féministes ont joué. Le Canada a également un engagement sur 10 ans pour la santé, pour les droits en matière de reproduction. Pouvez-vous nous donner un exemple ou un aperçu de là où nous en sommes en ce qui concerne notre soutien pour le droit à la reproduction? Je vais prendre la même approche où je vais commencer par une réponse générale et mes collègues vont vous donner des exemples concrets. Il y a des programmes comme le leadership des voix des femmes et des filles qui montrent comment le Canada apporte un changement fondamental en mettant au premier plan les femmes et les filles. Nous savons que l'investissement dans les femmes est une façon très importante pour atteindre la croissance économique et la sécurité. Nous avons longtemps investi dans la sécurité, dans la santé plutôt, et c'est un aspect de notre collaboration avec le continent. Merci pour votre question.
Je peux vous donner au moins un exemple. Cet exemple montre comment nous sommes engagés à protéger les droits à la reproduction tout en favorisant la croissance économique. Nous avons travaillé avec une entreprise de l'île du Prince-Édouard pour aider à la sécurité alimentaire des femmes et des enfants au Ghana. Ça nous permet de former les femmes et les ménages à comment mieux nourrir les enfants et ça donne de l'aide technique pour mieux connaître les processus d'agroalimentaire. Ce programme permet également aux femmes de mieux s'alimenter pour pouvoir être en meilleure santé lorsqu'elles sont enceintes. Vous avez parlé de localisation. Nous savons que pour les projets de développement internationaux, quand les femmes y participent, on dit qu'il faut, au-delà de voir les femmes comme des bénéficiaires, il faut également qu'elles participent au processus. Parce que ces projets ont plus de chances de réussir quand les femmes et les filles à l'échelle locale peuvent participer au projet. Donc, pouvez-vous nous en dire quelque chose? Une chose dont vous avez parlé, c'est que nous savons que les droits de la personne sont très importants quand le Canada établit des relations à travers le monde. Donc, il y a une approche axée sur les droits de la personne. Nous nous assurons que les gens que nous finançons sont des agents de changement là où ils se trouvent. Il y a eu beaucoup de résultats que nous avons obtenus grâce à nos investissements. Donc, je vais laisser à ma collègue Sarah compléter la réponse. J'aimerais vous donner l'exemple du Mozambique. Le programme de leadership des voix des femmes et des filles a permis d'aider des associations de femmes et de filles qui étaient vraiment petites pour qu'elles aient le soutien nécessaire pour faire entendre leur voix. Il y a bien sûr des défis, notamment la langue officielle, c'est le portugais, mais il y a des centaines de groupes de femmes qui ont été soutenus grâce à notre investissement et qui ont pris le devant de la scène après les élections au Mozambique, qui ont créé beaucoup d'agitation dans le pays. Nous avons une personne en particulier avec laquelle nous travaillons qui est au centre de ce changement, qui sait à quel point il est important pour le Canada d'opérer ce changement. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Je suis ordinairement pas ici à ce comité-là, donc je vais peut-être vous poser une question qui va vous sembler un peu champ gauche. Il y a une semaine, j'étais à Sudbury où je visitais une mine de nickel. Et on m'a expliqué que les principaux compétiteurs des mines de nickel canadiennes sont chinoises et surtout en Afrique, parce que le dumping social fait en sorte qu'ils sont capables de produire du nickel à des coûts qui sont très bas et faire chuter les prix. Donc, si je ne me trompe pas, là, 14 000 la tonne. Oui, c'est ça. Donc, un prix qui est très bas. Et je me demande, dans la stratégie que vous avez, est-ce qu'il y a des développements ou des articulations peut-être pour lutter contre cette perspective de dumping social? Si on veut renforcer le développement et les partenariats économiques, est-ce que vous avez des programmes ou encore des initiatives qui visent tant à faire connaître leurs droits aux populations, un volet peut-être éducation populaire, qu'à permettre à des gens d'améliorer leurs conditions de travail, puis à tout le monde essayer d'égaliser ce fonctionnement économique là, qui est nord-sud, qui est souvent problématique. So, as part of the strategies. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, il y avait un programme de développement des relations commerciales. Je crois que vous avez parlé de problèmes très importants comme le dumping, mais
à Affaires mondiales le Canada, nous avons les mains liées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, il y avait un programme de développement des relations commerciales. Je crois que vous avez parlé de problèmes très importants comme le dumping, mais à Affaires mondiales le Canada, nous avons les mains liées pour agir dans des domaines comme le nickel. Toutefois, nous pouvons avoir une incidence sur la façon dont le nickel est produit. Donc, nous allons commencer à voir comment mettre en œuvre nos programmes pour que, dans le cas du nickel, par exemple, nous allons regarder la production du nickel pour voir si ça répond aux normes, aux conditions de travail. Est-ce qu'il y a des garanties en matière de droits de la personne à mesure que nous faisons des investissements? Nous allons le voir quand on va soutenir financièrement des gouvernements locaux. Il y a également des questions sur les normes en matière d'exploitation minière et les normes appliquées par les entreprises canadiennes sont des références au plan mondial. Parce que, entre le moment où vous avez mis en place cette stratégie-là, et je comprends qu'une stratégie, c'est quelque chose qui est vivant, qui doit se transformer. Et les intentions du gouvernement qui ont été annoncées, je ne sais pas si vous avez vu ce que dit M. Carney dans le cadre du budget, ce que dit le premier ministre dans le cadre du budget, où il veut faire concurrence à la Chine dans le secteur des minéraux critiques et devenir un fournisseur mondial qui serait peut-être un peu plus éthique que certains pays. Donc, je ne sais pas si vous avez, dans ce contexte-là, changé vos approches ou si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez mettre un peu plus d'emphase. Est-ce qu'il y a une boucle de rétroaction comme ça qui fonctionne quand vous déposez une stratégie spécifique? Est-ce qu'il y a une façon de revoir les pratiques que vous avez mises en place pour répondre aux intérêts et aux enjeux qui sont constamment changeants? I would say absolutely that in the implementation. Dans la mise en œuvre de la stratégie, ce sera absolument important de s'assurer que c'est conforme aux défis que nous rencontrons actuellement. Comme je vous dis, depuis le déploiement de la stratégie en mars 2025, nous avons vu un changement dans le contexte mondial. On fait des changements dans les sièges sociaux et il y a également nos chefs de commission qui regardent ce qui se passe sur le terrain et qui nous mettent au courant de ce qui se passe comme changement dans le contexte. Ajouter, c'est quand on parle de la Chine en Afrique, on parle très souvent de l'extraction illégale et artisanale. Qui cause maintes problèmes pour les gens qui font l'extraction illégale et artisanale. Et c'est là où ils peuvent avoir une concurrence qui est un peu dumping. Et c'est là où on focalise beaucoup de nos efforts pour la question minière. C'est avec l'extraction illégale et artisanale qui cause des problèmes environnementaux en plus. Et de plus en plus, c'est les gouvernements africains eux-mêmes qui nous demandent de travailler sur cet enjeu parce que ça leur cause des problèmes de sécurité. En plus, ça frustre leur marché. Je serais intéressé, je ne veux pas polluer l'étude du comité, mais si vous avez de l'information supplémentaire à cet effet-là à déposer au comité, ça pourrait être intéressant. Je voudrais revenir rapidement, il ne me reste peut-être pas beaucoup de temps. Dans votre stratégie, l'Afrique, c'est un milieu culturel qui est très hétérogène. Moi, je vais vous parler surtout de la question linguistique. Est-ce que vous avez des approches différentes, que ce soit dans l'Afrique francophone ou dans l'Afrique anglophone? Vous avez parlé dans votre déclaration liminaire un peu de l'Organisation internationale pour la francophonie. Donc, je suppose que vos approches sont modulées en fonction de l'Afrique francophone. Puis, oui. We're over time, so a very brief response. Il n'y a plus de temps, donc répondez brièvement, s'il vous plaît. Toutes nos approches à chacun des pays est modulée et taillée pour le contexte d'un pays, que ce soit francophone, anglophone, lusophone, ou qui ne s'intéresse pas dans n'importe
laquelle de ces 3 langues, par exemple, l'Éthiopie. Les contextes et les forums où nous interagissons avec ces pays sont différents. Alors, il y a l'Organisation de la francophonie où se retrouvent 27 pays africains. Alors, c'est un bon forum où on peut interagir avec ces pays-là. Thank you very much. Merci. Next, we have Ziad Abdul-Taif. Merci beaucoup. La parole est à Ziad Abdul-Taif pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Urban, et merci à vos collègues d'être ici aujourd'hui. 1/5 des travailleurs, des employés d'affaires mondiales pourraient perdre leur emploi d'ici décembre de cette année. Comment est-ce que cela va avoir une incidence sur la stratégie pour l'Afrique et la mission en Afrique de façon générale? Affaires mondiales Canada est un ministère parmi tant d'autres qui vont pratiquer cet exercice de réduction de l'effectif. Nous sommes dans un contexte où la conjoncture économique le demande au Canada. C'est un exercice que nous allons faire en nous assurant que les ressources dont nous disposons sont correspondantes aux priorités que nous avons. Pour réaliser la stratégie pour l'Afrique, il s'agit de comprendre où sont les priorités et ça nous permettra de savoir si nous devons retenir notre personnel ou le déplacer autre part. Vous avez parlé de priorités. Quelles sont les priorités? Parce que nous avons déjà fait une étude sur la stratégie de l'Afrique durant la dernière législature et nous avons dit qu'il fallait être plus ciblé. Donc, vous avez certainement tenu compte de ce rapport. Et je crois qu'au mars, la stratégie pour l'Afrique a été lancée, donc mars 2025. Quelles sont les priorités et où vous concentrez-vous entre les réductions de postes et la structuration du marché? Comment allez-vous trouver un équilibre et où allez-vous vous concentrer? Je vous dirais que le gouvernement du Canada a été clair en ce qui concerne ses objectifs parce qu'ils ont donné 7 missions. Et en tant qu'Affaires mondiales Canada, nous savons ce que cela veut dire en ce qui concerne nos relations internationales. Nous savons que nous devons travailler pour améliorer la sécurité économique du Canada ainsi que la diversification. Nous savons quels sont nos engagements en Afrique et nous savons que c'est une priorité. Le gouvernement, à l'heure actuelle, se concentre sur les marchés dans l'Indo-Pacifique et en Europe. C'est là que nous avons une présence canadienne et nous savons également que c'est une priorité de s'établir en Afrique. Nous allons nous concentrer sur la coopération économique. Dans le cadre de votre rôle pour le secteur de l'Afrique, seriez-vous en mesure de partager avec nous des projets particuliers sur lesquels travaille le gouvernement afin d'assurer le succès de la stratégie du Canada pour l'Afrique? Pouvez-vous donner des bonnes nouvelles aux Canadiens? Y a-t-il quelque chose à l'heure actuelle que vous pourriez nommer? Je crois que ça pourrait être très bénéfique. Je sais que le gouvernement y travaille, mais vous faites partie du gouvernement et votre rôle est important. Alors, nous aimerions obtenir des nouvelles de votre part. Évidemment, j'ai déjà parlé de certaines initiatives que nous avons entreprises. Je crois que le gouvernement a besoin d'avoir des ententes. Nous devons donc avoir des possibilités concrètes. De cette façon, le Canada sera en mesure de faire progresser son portefeuille économique. Y a-t-il des projets spécifiques ou des pays spécifiques que l'on peut nommer? Par exemple, cette semaine, le premier ministre est à Abu Dhabi. On sait que ça pourrait être une très bonne nouvelle pour l'industrie de l'intelligence artificielle. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, où nous concentrerons-nous? Allons au-delà des nouvelles génériques sur ce qui se passe. Je peux vous donner un exemple. Ce n'est pas un seul pays. Il y a quelques pays qui nous viennent en tête lorsque l'on parle de véritables engagements. À titre d'exemple, nous avons travaillé beaucoup avec l'Afrique du Sud dans le cadre de notre présidence du G7 et dans le cadre du G20. Nous avons plusieurs réunions avec les ministres des Affaires étrangères
le premier ministre se rend à Johannesburg pour le sommet du G20. Nous attendons des rencontres à ce niveau. Le Canada et l'Afrique du Sud ont travaillé ensemble pour le développement de projets ambitieux ensemble. Est-ce qu'on parle du secteur minier, du secteur pétrolier, de l'intelligence artificielle ou de l'éducation? Pouvez-vous nommer un domaine? Je ne veux pas donner les nouvelles avant ce qui sera dit après le G20, mais ce que je peux dire, c'est que si vous faites un lien entre le G7 et le G20, vous comprendrez qu'il y a des priorités, par exemple au niveau de l'intelligence artificielle, des minéraux critiques, des feux de forêt. Donc, il y a un intérêt conjoint dans l'investissement dans de tels domaines et pour accroître les investissements. Passons à M. Rob Oliphant pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins. Merci pour le travail que vous avez fait. Alors, d'abord, merci d'avoir pris au sérieux le travail de ce comité dans le développement de cette stratégie. Il y avait plusieurs processus en cours. Il y en a un ici où nous avons pu entendre des témoins. Il y a également un processus au sein d'Affaires mondiales Canada où on a pu assister à environ 600 consultations ou mémoires déposées. Alors, merci de prendre ce travail au sérieux. Je pourrais poursuivre sur les questions de M. Aboultaïf. D'abord, je crois que le développement d'un centre de commerce est l'une des plus grandes avancées. Nous avons eu une élection et plusieurs choses se sont passées depuis tout ça. Le centre est prêt. Je pourrais en parler pendant quelques minutes, mais ce que je ressens de la collectivité, autant du côté de l'Afrique que des Canadiens, c'est que maintenant, ils ont un endroit vers lequel se tourner. Ils ont l'impression d'avoir un centre unique qui permet de rejoindre plusieurs acteurs et ça crée une sorte de noyau. Alors, pour ce qui est maintenant des accords, ça pourrait être en agroalimentaire, dans le secteur minier, dans l'infrastructure. Il s'agit de nombreux domaines dans lesquels nous avons de l'infrastructure. J'aimerais me tourner vers les diasporas. Vous en avez parlé dans vos remarques. Nous avons ciblé une force du Canada. Le Canada a un avantage concurrentiel par rapport à d'autres pays. Et je crois qu'il s'agit de la diaspora africaine au Canada. Nous avons des citoyens, des gens d'affaires, des universitaires, des investisseurs, autant francophones, anglophones, qui se retrouvent dans les universités, dans les organisations commerciales qui en sont issus. Ça permet de trouver une sorte de foyer pour tout cela. Il y a le centre, mais il y a également eu d'autres discussions avec les gens de la diaspora qui essaient de créer un système. Nous essayons de créer un système où les Africains au Canada peuvent aller. Nous avons les capacités linguistiques, les capacités culturelles, nous avons l'expérience nécessaire. Alors, je me demandais si vous pouviez nous expliquer comment on allait y arriver. Merci beaucoup pour la question. Le centre de commerce a été très important pour Affaires étrangères Canada. Ça nous a permis de collaborer sur des enjeux commerciaux. Notre équipe est très occupée à se concentrer sur les forces du Canada, sur les forces canadiennes. Pour ce qui est de la diaspora, nous nous sommes engagés à mettre en place un mécanisme pour les diasporas. Je vais donc me tourner vers mon collègue Drew Smith qui pourra vous parler des activités de ce centre de commerce et ça va être en mesure de tirer profit de nos forces. Nous pourrons également parler de notre travail avec la diaspora. Nous avons compris qu'il s'agissait que d'avoir un dialogue avec eux était très important. Merci beaucoup. Avant de me tourner vers le centre, je crois que la relation avec la diaspora se fait en plusieurs couches, en fait.
il faut y avoir des communications plus structurées, mais également des communications indirectes avec la diaspora. Ça a été important et je crois que c'est central dans notre relation avec la diaspora. Ces relations se transmettent dans de nombreux secteurs également. Revenons maintenant au centre. Comme l'a mentionné Cheryl, il est très important de prioriser certains marchés. Ça a été discuté lors de d'autres questions aujourd'hui également. Alors, comment prendre cette stratégie et la transporter dans différents pays, que ce soit au niveau du commerce et de l'investissement ou de la paix et de la sécurité? Ça se retrouve au cœur du travail que l'on fait. Il faut cibler ces marchés prioritaires et trouver une façon d'établir un lien. Le budget nous a fourni des outils qui nous permettent de collaborer avec les prémices du centre. Ça nous permet d'appuyer les entreprises canadiennes qui essaient de s'intégrer au marché africain. Je crois que la diaspora est très importante à ce niveau. Nous sommes en mesure de collaborer avec la diaspora africaine qui cherche à élargir ses activités en Afrique. 2 minutes et demie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans l'objectif de renforcer vos liens, vos engagements diplomatiques et vos liens interpersonnels, le milieu universitaire est un très bon vecteur d'échange entre les pays, comme le milieu scientifique aussi. Dans mon ancienne vie à l'Université du Québec à Chicoutimi, j'avais plusieurs collègues qui entretenaient des relations avec des universités africaines. Et à ma connaissance, c'était jamais structuré par le gouvernement. C'était des initiatives qui venaient plutôt des professeurs eux-mêmes dans leur champ spécifique de recherche. Donc, est-ce que vous avez dans votre stratégie peut-être des éléments qui peuvent soutenir ces initiatives-là, qui sont gagnants-gagnants souvent dans des échanges universitaires? Merci pour votre question. Je vais commencer, puis après, je vais tourner à mes collègues. Mais le secteur d'éducation, c'est très important. Et c'est une importante partie de notre commerce et les liens entre les pays. Donc, peut-être mon collègue donner des exemples? OK. Merci. En effet, l'Université de Québec à Chicoutimi a eu des projets avec notre ministère en Afrique qui ont porté fruit. Il y a plusieurs exemples de projets, d'initiatives. Il pourrait sembler qu'ils sont moins structurés de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous avons nos priorités pour chaque pays où on intervienne. Et s'il y a un projet qui nous est proposé qui matche avec nos priorités pour ce pays, on peut voir si on peut le financer ou non. Alors, de l'extérieur, ça peut être vu un peu comme farfelu, mais pour nous, c'est structuré de cette façon. Je dirais aussi qu'on a une autre partie de notre ministère qui est responsable des relations avec les instances universitaires et collèges. Et eux, ils font du travail à assurer que leur programme international match avec les priorités du ministère. Merci. Merci, François. Dans le même sens, je ne sais pas si vous avez vu les reportages de Enquête il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça sur des passeurs africains qui fournissaient des titres d'université de façon illégale. Donc, il y a un mot qui semble s'être passé en Afrique où c'est plus facile, puis on sait qu'il y a une diaspora fort importante de l'Afrique francophone au Québec. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour fournir la bonne information de votre part? Est-ce que dans la stratégie, on a vu de vastes mouvements de migration se faire, là, des demandeurs d'asile, mais des étudiants aussi qui venaient au Canada avec des invitations d'université, mais des invitations qui étaient factices. Est-ce qu'il y a un travail que vous pouvez faire de votre côté pour fournir de l'information à ces gens-là? Very brief. Je pense qu'il y a d'autres ministères qui sont impliqués, alors je ne vais pas parler de leur part. Nous sommes très conscients des problèmes qui existent. Nous sommes victimes de notre propre succès. Alors, il y a des informations qui sont passées à travers des foires universitaires qui sont mises en place sur terrain dans nos missions outre-mer et on fournit des renseignements pour essayer d'éviter exactement ces cas. Thank you.
next go to MP Ziad Abou Taif. You have 5. Merci, Monsieur Aboultaïf. Vous avez 5 minutes. Merci encore, Monsieur le Président. En 2018, j'ai visité le Nigeria, le Bénin, entre autres, et nous avons collaboré avec des pays qui ont des relations très importantes avec l'Afrique. Au Nigeria, on nous a dit qu'il fallait accorder une attention plus particulière au Nigeria. Il y a beaucoup qui se passe à ce niveau. J'ai également entendu dire que l'Algérie était une économie qui prenait de plus en plus d'importance, notamment dans le niveau du secteur pétrolier. Avez-vous des renseignements sur ce qui se passe au Nigeria? Je vous serais reconnaissant si vous pouviez nommer des projets. Merci beaucoup. Le Nigeria et l'Algérie sont des pays très importants pour nous en matière de commerce et d'investissement. Je cède la parole à la directrice générale pour parler des détails. Merci beaucoup pour la question. Je vais les attaquer différemment. L'Algérie est notre plus grand marché d'exportation sur le continent africain. La majorité de nos exportations sont des exportations de céréales. Et restez à l'affût si vous vous attendez à des annonces d'accord. Je crois qu'il y aura de belles occasions avec l'Algérie. Donc, il s'agit d'un secteur à surveiller. Je crois que nous aurons beaucoup de succès dans le secteur agricole. Les priorités partout sur le continent, en fait, sont la diversification du commerce. Nos relations sont solides et nous avons des intérêts en commun, alors nous voulons nous assurer de les faire progresser. Pour ce qui est de l'Algérie, il faut diversifier le commerce. Ça fait partie de nos priorités. Au Nigeria, ça se fait en 2 étapes. D'abord, la sécurité est un enjeu de leur réalité. Ça touche donc notre relation avec eux. Dans le passé, le Nigeria avait fourni de nombreuses troupes pour la paix et nous essayons de collaborer avec eux de façon plus importante. Le Nigeria est la 2e plus importante économie sur le continent après l'Afrique du Sud. Nous nous concentrons à aider nos entreprises à percer dans les marchés du Nigeria. Il y a de très importantes possibilités de commerce bilatéral parce que le Nigeria s'intéresse à ce que le Canada a à offrir. Merci. Je cède mon temps à ma collègue. L'ingérence étrangère a bien été documentée. On en a parlé beaucoup au Canada. Tout le monde sait que la Chine a une position très solide en Afrique. Alors, que se passe-t-il au niveau des partenariats avec les régions hostiles? Comment est-ce que c'est lié à la stratégie? Qu'est-ce qui est disponible pour que les Canadiens puissent comprendre où leur argent est investi? L'ingérence étrangère est un enjeu très important. Ça l'est partout au monde, en fait, et nous y accordons une attention particulière. Différents acteurs s'engagent dans des pratiques, y compris dans l'ingérence étrangère sur le continent. Alors, c'est très important pour nous en termes de mobilisation. Pour ce qui est de notre dépense des fonds, nous avons plusieurs mécanismes de vérification. Nous travaillons avec des partenaires de confiance sur le continent africain. Nous avons entrepris des évaluations fiduciaires de nos partenaires avant de les financer. Dans plusieurs cas, les organismes de financement ne donnaient pas d'argent directement au gouvernement. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Pour ce qui est de la gestion des risques dans nos programmes, est très important. Nous révisons nos processus sur une base régulière. Comme l'a dit mon collègue, nous avons des structures de réduction des risques au préalable en place. Nous faisons également des audits fréquemment. Nous avons des missions de surveillance. C'est pour cette raison que nous avons des gens sur le terrain et nous avons des gens qui ont l'expertise spécifique qui ont des missions sur le terrain.
Y a-t-il des exigences de transparence pour l'utilisation des fonds ou à quelles organisations ça se retrouve? Est-ce qu'on peut savoir comment les organisations utilisent l'argent des contribuables? Oui, il y a des rapports financiers sur une barre régulière. Plus il y a un risque, plus les rapports sont fréquents. Alors, nous avons des rapports très spécifiques sur sur les dépenses des ressources. Madame Monin-Fortier, vous avez 5 minutes. Merci encore une fois d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de cette importante stratégie qui a été mise de l'avant. Et je veux peut-être faire du pouce, entre autres, parce que j'avais drôlement les mêmes questions, mais en français que mon collègue Rob Oliphant, puis on ne s'est même pas parlé. Alors, je vais peut-être aller plus loin, mais pour moi, c'est important de savoir comment faire vivre cette stratégie, comment elle va être mise en œuvre. Et évidemment, on parlait de diaspora. Il y a 1,3 million de Canadiens et Canadiennes qui font partie de la diaspora afro-canadienne et on sait qu'il y a beaucoup qui peut être fait avec ça. On parlait du pôle commercial. Mais il y a également le premier ministre qui avait annoncé le 5 septembre dernier des nouvelles mesures qui étaient pour protéger, renforcer et transformer les industries stratégiques canadiennes et à aider à faire face aux répercussions des changements sur la politique commerciale américaine, dont les mesures étaient, entre autres, le Fonds d'intervention stratégique. Là, on parle de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises canadiennes de tous les secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter, à se diversifier, à se développer, qui avait aussi une aide aux producteurs canadiens de canola et de produits agricoles, donc 75 millions de dollars sur 5 ans pour le programme Agri-Marketing du Canada. J'essaie de voir, puis, un autre élément que je voulais ajouter, le bilinguisme du Canada, évidemment, c'est un autre aspect très important, un avantage finalement naturel pour le commerce en Afrique. Comment est-ce que ces mesures vont s'arrimer justement avec la stratégie Afrique que l'on a et la possibilité peut-être de faire participer davantage la diaspora afro-canadienne à cette initiative? I mean, it's a very broad. Il s'agit d'une question très large que de savoir comment le gouvernement gère ces enjeux. Pour ce qui est de la diaspora, nous avons accordé une attention particulière aux occasions qui existent en Afrique et nous avons pris en considération les genres de partenaires que nous avons au Canada et comment ils peuvent collaborer ensemble lorsque l'on essaie de trouver des possibilités de travail pour eux en Afrique. Les entreprises dont les propriétaires sont des Noirs sont assez intéressés par le fait d'avoir des relations avec les pays africains. Il y a également d'autres entreprises canadiennes qui sont également intéressées. Donc, nous essayons de communiquer avec ces entreprises d'une façon qui soutienne leurs efforts. Nous voulons également soutenir leurs aspirations à investir en Afrique. Récemment à Montréal, j'ai rencontré la Chambre de commerce Bénin, Canada-Bénin, qui justement me disait, Madame Fortier, comment on peut faire pour aider à pallier la diversification, évidemment, que le Canada veut faire dans d'autres marchés, entre autres en Afrique et on espère au Bénin, et faire concurrence au fait qu'il y a un défi qui se fait avec la question des tarifs. Donc, ça, c'était une invitation. Et la réponse, c'est comment on fait justement quand j'ai cette question-là, où on a cette question-là sur le terrain, on les envoie où? On les envoie vers les commissaires commerciaux ou on les envoie au pôle commercial? Je pense que c'est cette question qui se pose lorsqu'on parle qu'on a une stratégie Afrique. Comment on la fait vivre? Alors, je donnais cet exemple parce que tout récemment, j'étais à Montréal. Merci pour la question. Et très intéressant que c'est sur le Bénin, parce que je n'ai pas encore eu la chance de les rencontrer. Peut-être vous pouvez les mettre en contact avec nous. En effet, nos agents ici à Ottawa, nos agents commerciaux sont dans le pôle
commerciale. Alors, ce n'est pas deux choses différentes. Mais je leur conseillerais d'être en contact avec nos agents commerciaux sur terrain au Bénin. Ça, c'est très pragmatique comme réponse. Et un autre aspect, lorsque j'étais à Impact Forum, c'est un événement vraiment grandiose qui s'est passé justement à Ottawa tout récemment. La Mauritanie, l'ambassadeur de la Mauritanie m'informait qu'il revenait à Ottawa parce qu'il voulait faire des affaires au Canada. Ça faisait quelque temps qu'il y avait un silence qui se faisait, mais il y avait toute une ouverture de vouloir travailler davantage avec nous. Donc, c'est intéressant aussi qu'on attire une volonté avec cette stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de faire des affaires avec des pays qui nous reviennent comme la Mauritanie? Brief response, please. In terms of how to respond to the question that Pour répondre à la question que vous avez reçue quand vous étiez à Montréal, c'est que la question est très large. Le programme d'exportation du Canada est un programme important dont vous pouvez parler. Merci beaucoup. Monsieur Holman, vous avez une minute. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins de leur présence aujourd'hui au comité. J'aimerais parler de la situation géostratégique et des tensions en matière d'ingérence étrangère en Afrique. Tout d'abord, quelles sont les mesures que le Canada et nos alliés prennent pour contrer la présence de la Russie et de la Chine dans le continent? Je vais commencer, et ensuite mes collègues pourraient donner des exemples concrets. Nous sommes conscients que des pays comme la Russie et la Chine sont très présents dans le continent. En réalité, ils continuent d'augmenter le nombre d'ambassades qu'ils ont dans le continent et ils travaillent dans l'approvisionnement en armes et l'extraction minière. Donc, le Canada essaie d'augmenter sa présence diplomatique dans beaucoup de pays, notamment en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest plutôt, y compris au Mali. Nous communiquons avec nos homologues pour essayer d'apporter un contrepoids et pour nous assurer que nous sommes au fait de ce qui se passe dans le continent. Comme je couvre la région de l'Afrique de l'Ouest, j'entends souvent parler de ces préoccupations. Nous devons être réalistes. Nous ferons de notre mieux en communiquant avec nos homologues. Souvent, on nous demande pourquoi on continue de parler avec des interlocuteurs avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est ça la raison. À un moment, nous allons trouver un terrain d'entente et nous allons nous baser sur cela pour trouver des débouchés et des façons différentes de faire les choses qui sont plus conformes à la façon dont nous voulons voir les choses évoluer. À l'heure actuelle, la situation est très difficile. La Russie est très implémentée, la Chine également est liée depuis très longtemps. Nous devons continuer de travailler pour qu'au moyen terme, nous puissions avoir une telle présence également dans le continent. Merci. J'aimerais revenir à une question qui avait déjà été posée. Quelles sont les mesures que prend le gouvernement canadien pour contrer la mainmise de la Chine dans ce pays, dans ce continent plutôt? Il y a plusieurs mesures et je veux mentionner par exemple la présence du G7 du Canada cette année. Le Canada a communiqué avec ses partenaires du G7 pour, par exemple, avoir le plan d'action en minéraux critiques du G7. Il y a des pays du G7 et d'autres pays en dehors du groupe qui se concentrent sur entreprendre de l'extraction minière de façon durable et conforme aux normes internationales. Nous trouvons donc que c'est une voie à suivre collective et voilà pourquoi nous collaborons avec nos partenaires. Il y a une autre initiative qui s'appelle le PGII où les pays du G7 investissent collectivement dans l'infrastructure
dans l'infrastructure plutôt en Afrique et autre part pour s'assurer qu'il y a d'autres options et un contrepoids à la Chine et à la Russie. Nous regardons également l'aspect de la diversification de nos relations commerciales. Et donc, nous allons voir ce que nos partenaires africains peuvent faire pour bâtir la chaîne d'approvisionnement et comment le Canada et les alliés peuvent s'insérer dedans. Merci beaucoup. Comment la suspension des efforts de lutte contre le terrorisme de la France au Mali a eu une incidence sur la situation? La situation au Mali est un sujet intarissable. Je ne pourrais pas vous répondre directement. Le changement de la présence américaine en Afrique de l'Ouest, dans toute la région, a eu des effets sur les différents gouvernements de la région et sur les différents gouvernements qui avaient des missions sur le terrain également. Et c'est le cas de la France. Nous nous adoptons à la posture prise par ces pays. Ce n'est pas le type de progrès que nous aurions aimé voir, mais comme nous l'avons dit, nous continuons de communiquer pour voir quels sont les débouchés qu'on peut trouver. Et nous avons une petite présence au Mali et au Burkina Faso, mais pour le moment, c'est là, dans des circonstances très différentes, mais on garde les portes de communication ouvertes pour voir si on peut avoir une incidence positive. Notre objectif sous la stratégie n'est pas seulement avec le Mali. Donc, nous avons également des partenariats assez solides avec d'autres pays que nous essayons d'établir avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, pour essayer de limiter l'expansion de ce mouvement terroriste dans la région. Il y a des défis, oui, en particulier dans les pays où nous travaillons, mais ça fait partie du travail global que nous faisons. Merci beaucoup. Monsieur Bill Blair, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous les témoins, non seulement pour votre témoignage aujourd'hui, mais parce que votre opinion est très utile et vous faites également un travail très important dans le cadre de la stratégie. Mes collègues l'ont déjà mentionné. Il y a des difficultés. La Chine est très présente dans le continent africain, nous l'avons déjà mentionné. La Chine domine non seulement l'extraction de minéraux critiques, mais au Zimbabwe et au Mali, ils sont également présents et ils sont également présents dans la transformation de ces minéraux. Ça met en danger la présence d'autres pays. Oui, les fonds sont très importants et les États-Unis ont établi une société de développement international qui investit des milliards de dollars par année. Ça pourrait être un avantage pour nous. J'aimerais savoir quelles sont les prochaines étapes de la stratégie pour voir où nous positionnons le Canada. J'aimerais que vous nous parliez du développement et de la négociation d'accords multilatéraux avec les pays africains en ce qui concerne l'extraction de minéraux critiques, ainsi que le renforcement des chaînes d'approvisionnement. Madame Stephen, vous avez également parlé de la collaboration avec des pays africains pour ce qui est de la technologie. Nous comprenons que l'environnement peut être difficile, mais bien sûr, il y a des prochaines étapes dans nos stratégies pour établir des relations bilatérales et multilatérales avec des pays ou plusieurs pays avec lesquels nous pouvons travailler dans ces domaines. Merci pour votre question. C'est vraiment un défi quand on parle des minéraux critiques. Quand on regarde le travail, la présence plutôt des
États-Unis, le fait qu'ils ont retiré le USAID a créé un problème. Mais l'Union africaine, à l'heure actuelle, se tourne plus vers une collaboration et non pas vers une aide. Donc, il y a des occasions pour le Canada de répondre présent à l'appel. Il y a des débouchés en Afrique, dans la partie sud de l'Afrique. Et comme je l'ai dit, nous avons eu des discussions avec l'Afrique du Sud en ce qui concerne la présidence du G7 et du G20. Nous regardons des opportunités de collaboration. Et même les États-Unis sont en train d'être présents et nous essayons de voir comment le Canada peut s'insérer dans ça. En ce qui concerne le travail multilatéral, nous essayons de travailler avec la communauté de l'Union africaine. Nous travaillons sur plusieurs domaines, y compris les minéraux critiques. Pour les relations bilatérales, je crois qu'il faut se demander comment, en tant que gouvernement, en tant que secteur public, nous pouvons travailler avec le secteur privé de façon efficace. Pouvons-nous nous assurer que les chaînes d'approvisionnement et les minéraux sont conformes à nos normes? Quand on regarde le plan d'action du G7 sur les minéraux critiques, les normes sont au cœur de ce document. Comme je le dis, en Afrique, le Canada est vu comme un leader en raison de ces normes ISG qui sont très rigoureuses. Donc, c'est une façon importante de voir le positionnement du Canada en ce qui concerne l'extraction des minéraux et leur transformation. Il faut également voir comment nous pouvons établir des partenariats avec les gouvernements locaux en Afrique. Nous voulons voir comment il pourrait y avoir une relation gagnant, donnant-donnant pour cette extraction minière. L'aide au développement et la diplomatie dans le continent sont très importants pour ce comité. Mais il faut également voir comment on peut apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne le développement économique. Il est très difficile de faire respecter les normes en matière d'extraction minière. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? Pour les programmes de commerce et de développement, nous tenons vraiment compte de la corruption parce que ça crée de la difficulté et des risques pour les entreprises canadiennes. Merci beaucoup. Monsieur Simard, vous avez 2 minutes et demie. Merci beaucoup. Juste pour continuer sur ce sujet-là rapidement, juste pour mon information, tout à l'heure à M. Ullman, vous avez parlé d'une initiative ou je sais trop quoi, PGII. Est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement ce que c'est? Partnership for Global Infrastructure Investment. Et Le partenariat mondial pour les initiatives d'investissement. Oui. OK. Mais ce n'est pas ce dont on parle parce qu'il y a une discussion pour qu'il y ait des prix planchers sur les minéraux critiques, ce qui ferait en sorte qu'on arriverait. Est-ce que c'est dans le cadre de... Non, c'était différent. Est-ce que you want to speak to the PGI? Well, I would just say that the PGII... Je vous dirais que le PGII est très lié aux minéraux critiques. Ça concerne les corridors de transport. Et c'est ce sur quoi on se concentre. Je suis un député du Bloc québécois. Je ne peux pas passer sous silence la doctrine Gérin-Lajoie, qui est le fondement de la politique extérieure du Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de coopération entre le Québec et l'Afrique, en particulier avec le Sénégal. Et je voyais il n'y a pas si longtemps que ça, que le Cégep
le cégep de Gaspésie avait reçu 25 millions de dollars pour un genre de programme en agriculture. Mais ma question, pour moi, est fort simple, c'est est-ce qu'il y a une place pour vous? Est-ce que vous respectez ce type d'initiatives-là qui sont faites par le Québec ou d'autres provinces? Est-ce qu'il y a une place dans votre stratégie pour ces initiatives-là? Absolument, et on travaille ensemble, même dans l'émission. Mais Sue va continuer. Merci pour la question. En effet, on a des relations très étroites et collaboratives avec les bureaux du gouvernement du Québec qui sont outre-mer. Il y en a à Abidjan, Dakar et à Rabat. Et on travaille étroitement ensemble. Et des fois, le bureau du Québec peut faire quelque chose que l'ambassade ne peut pas faire, et l'inverse aussi. Alors, on s'entraide beaucoup. Aussi, je trouve que dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu d'organisations québécoises qui ont une affinité pour l'Afrique de l'Ouest, ils ont des relations, ils ont des partenariats, ils ont des liens qui datent de très longtemps. Je peux mentionner comme le CECI ou le UPADI. Ne me demande pas exactement ce que ça veut dire. Union des producteurs agricoles, quelque chose. Mais qui ont des liens très, très forts dans la région. Et nous bâtissons sur ces liens pour avoir des projets très efficaces dans les domaines d'expertise. Thank you very much. Yeah. Next, we have... Merci beaucoup. Monsieur Rood, Madame Rood, vous avez 5 minutes. Les Canadiens ont une relation comme des partenariats comme l'initiative Muskoka sous un gouvernement conservateur. J'ai pu être sur le terrain et j'ai vu la gratitude des gens et des femmes précisément qui ont pu tirer profit de ces centres sanitaires. La stratégie ne mentionne pas les soins de santé prodigués aux femmes et aux nouveau-nés. Pourquoi cette stratégie n'inclut pas ce type d'initiative? Merci beaucoup. En effet, le Canada a un bilan dont il peut être fier en matière d'investissement dans les soins de santé pour les femmes et les enfants. La stratégie de l'Afrique vise à s'inspirer des investissements que le Canada a fait par le passé et de toutes les bonnes actions, de toutes les bonnes initiatives que nous avons mises en œuvre par le passé. La Tanzanie est un très bon exemple. Je vais laisser à Sarah vous en dire plus, mais en ce qui concerne les investissements en santé en Tanzanie, on peut vous dire que c'est très viable et nous avons aidé le système de santé en Tanzanie et ça a été très bénéfique pour les femmes. L'Afrique a un taux exorbitant de mortalité de femmes qui donnent naissance. Je suis contente que vous ayez remarqué ce travail et que vous étiez sur le terrain parce que c'est l'un des meilleurs projets que nous ayons mis en œuvre jusqu'à présent. Comme ma collègue l'a dit, nous faisons des investissements qui nous permettent de discuter avec les gouvernements et d'autres organismes. Les commissaires discutent avec les gouvernements locaux et s'inspirent de ces initiatives. Je me demandais pourquoi ça ne se trouve pas dans la stratégie, parce que ce n'est pas mentionné. Donc, est-ce que vous avez juste oublié? Ce n'est pas une stratégie de surveillance parce que nous cherchons un pivot. Ce que nous essayons de faire avec la stratégie, c'est d'utiliser l'aide internationale pour stimuler des occasions de croissance. Il s'agit d'endroits où nous n'utilisions pas auparavant l'aide internationale. Par contre, pas dire. En fait, il y a de nombreux secteurs dans lesquels nous investissons. Ça ne réduit pas les bonnes pratiques que nous avions déjà mises en place et ça n'annule pas les investissements qui ont été faits auparavant. Merci beaucoup pour cette réponse. La stratégie promet des résultats clairs. Y aura-t-il un bulletin
portant sur les morts maternelles qui sera mise à jour tous les ans. Nous pouvons prendre des notes pour obtenir davantage d'informations sur ce sujet. Nous pouvons demander à nos partenaires également de faire le suivi dans les pays où nous avons un tel projet en place. Nous pourrons obtenir des renseignements également sur les différents projets dans lesquels nous investissons et nous pourrons l'inclure dans nos rapports qui sont publiés sur une base annuelle. Nous essayons de trouver d'y ajouter des résultats. Je ne sais pas si mes collègues ont quoi que ce soit ajouté. Êtes-vous en mesure de nous dire quelle proportion du financement sera consacrée à la santé des jeunes enfants et des mères par rapport au niveau de Muskoka? Comment ventilerez-vous ces investissements? Après cette réunion, nous pourrons vous fournir des renseignements sur les investissements précédents. Par contre, je ne peux pas dire comment les fonds seront ventilés au cours des 5 prochaines années, par exemple. Ce sera à la discrétion du ministère quant à la décision des investissements. Il vous reste 30 secondes. La dernière question que j'aurais rapidement, pouvez-vous nous dire quels seraient les pays partenaires les plus importants et quels seraient les chiffres importants en termes de réduction de la mortalité? Sorry, I can speak louder and offer that. Je peux parler de la Tanzanie, du Mozambique, du Ghana et de l'Éthiopie. Merci beaucoup. Monsieur Oliphant, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je n'aime pas parler de noyau et de pivot. Et il s'agit de 2 termes qui ont été utilisés dans les dernières questions. Mais je voudrais revenir sur le pivot. Il y a quelque chose que nous ne communiquons pas toujours bien du côté des conservateurs, mais également des Canadiens. Il s'agit de ce qui est attribué en termes de charité et d'aide pour des objectifs de sécurité mutuelle et une mobilisation mutuelle. Il s'agit de relations tout à fait équitables. C'est un peu différent pour nous. Ça ne veut pas dire moins de ressources. Par contre, ce que ça signifie, c'est que nous pivoterons certaines ressources pour soutenir, par exemple, la classe moyenne. Ça nous permettra donc ensuite de leur vendre des produits. Ça créera également des occasions commerciales. Alors, j'aimerais pouvoir élaborer sur ça d'abord. Ensuite, dans le 6e pilier du rapport, on mentionne la mobilisation des pays africains à l'échelle mondiale. Nous parlons de fournir un forum mondial pour représenter les voix africaines aux Nations unies et dans les agences des Nations unies. Comment est-ce que l'on pourra faire ça? Alors d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette notion de pivot, puis ensuite parler de l'engagement des pays africains sur la scène mondiale. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut parler du contexte dans lequel nous travaillons. Ce pivot parle en fait de nous tourner vers le développement de nos relations sur le continent africain. Lors des consultations pour la stratégie pour l'Afrique, de nombreux interlocuteurs de l'Afrique nous ont dit qu'ils voulaient une plus grande coopération économique. À l'échelle mondiale, en 2025, nous nous attendons à une réduction de 17 % des niveaux de l'ODA. C'est ce qui a stimulé une conversation quant à l'aide internationale et comment pouvons-nous être efficaces. Nous avons étudié différents modèles. Nous avons pris plusieurs choses en compte et nous avons étudié des façons novatrices de parler du développement international, notamment pour ce qui est des modèles financiers mixtes. Il est possible d'investir
et de continuer d'investir dans le domaine de la santé. Il faut nous assurer que les investissements et que le développement sont durables. Nous devons investir dans les institutions pour qu'elles soient en mesure d'entreprendre des mesures à long terme et de fournir des avantages plus durables au long terme. De plus, le fait de nous concentrer sur ces enjeux permet d'assurer que la population africaine aura un plus grand contrôle sur les résultats produits. Pour ce qui est de la scène mondiale, dans ma déclaration d'ouverture, j'ai mentionné que le Canada était un champion pour assurer la participation du continent africain dans le G20. Nous pouvons reconnaître que, en fait, avec ou sans l'aide du Canada, l'Afrique a maintenant une voix plus importante dans les organisations internationales. L'environnement change partout et c'est ce qui leur donne une voix, une plus grande scène. Certaines institutions elles ont une voix dans les institutions comme la Banque mondiale et la Banque alimentaire mondiale. Je vais poser une dernière question maintenant. Comment est-ce que cette stratégie a été reçue par nos partenaires africains? Alors, je parle ici de relations d'État à État. Depuis le lancement de la stratégie, je dirais que ce qui a été exprimé était une reconnaissance comme quoi le gouvernement canadien a reconnu que les relations diplomatiques avec l'Afrique étaient importantes. Ils sont reconnaissants qu'une stratégie puisse présenter un cadre pour pouvoir faire affaire ensemble. Ils sont impatients que ça prenne plus d'ampleur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Michael Chong pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de quelque chose que vous avez mentionné dans vos déclarations d'ouverture. Vous avez dit que le gouvernement a fait pivot quant à sa politique étrangère. La ministre a indiqué que sa politique prioritaire serait axée sur la défense et la sécurité, mais ensuite, ce serait la résilience économique. L'objectif est de diversifier le commerce et les partenaires commerciaux, ce à quoi vous avez fait référence dans votre déclaration. Revenons sur le deuxième pilier dont a parlé le premier ministre il y a quelques semaines. Le gouvernement travaille fort pour accélérer l'exportation d'énergie canadienne, tout particulièrement dans le domaine du gaz et du pétrole. Le Canada devrait être une superpuissance en termes d'énergie. Il a dit que nous avons la troisième plus importante réserve de pétrole au monde et d'importantes réserves de GNL. Il a dit que nous avions tout juste commencé nos exportations de GNL. Il y a plus de 3 milliards de personnes en Afrique. Ils utilisent autant de pétrole que nous le faisons au quotidien. Il s'agit donc d'environ 4 millions de barils par jour. C'est un peu plus que nous, mais nous sommes à peu près 40 millions de personnes. Donc, ils ont grandement besoin d'énergie et d'une expansion dans ce secteur. Alors, voici ma question. Le gouvernement se concentre sur cet enjeu, tout particulièrement au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour répondre aux attentes du premier ministre. Il faut donc accélérer les exportations de pétrole et de gaz en Afrique et au niveau de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui a été fait au niveau d'Affaires mondiales Canada à ce sujet? Merci pour la question. Je crois que l'un des enjeux en Afrique est que l'utilisation de l'énergie n'est pas très efficace. Donc, l'électrification est toujours un problème en Afrique. Plusieurs Africains n'ont pas d'énergie encore. Donc, la pauvreté énergétique est encore un problème très sérieux. Ce n'est pas nécessairement lié à un manque de combustibles fossiles, par exemple. Prenons l'exemple du Nigeria. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et pourtant, l'une des principales ressources exportées par le Nigeria est le pétrole. Donc, le Canada serait en mesure d'aider
dans le secteur énergétique par l'entremise de notre technologie. Il y a également d'autres marchés comme la Tanzanie où la structure énergétique du Canada pourrait être appliquée. La façon la plus rapide d'accélérer la production d'électricité d'une façon qui réduirait les émissions de carbone serait d'utiliser un gaz naturel et non plus le charbon. Nous avons des billions de mètres cubes de gaz naturel plutôt. Nous avons donc plus de gaz naturel que tout le continent africain. Alors, nous sommes loin d'accroître la production énergétique. C'est pour cette raison qu'il y a eu de nouvelles usines en Ontario. Ça a remplacé des usines au charbon et ça a permis de régler un problème. Nous avons donc l'occasion de nous assurer que l'Afrique ne dépende plus du charbon comme la Chine l'a été. C'est ce qui contribue aux émissions mondiales parce qu'il s'agit du pays qui a la plus importante émission de gaz à effet de serre en raison de son utilisation du charbon. Donc, ça peut être incorporé dans l'approche du gouvernement par rapport à l'Afrique. Comme je l'ai dit, l'Afrique manque d'énergie. Le Canada a la troisième plus importante réserve de pétrole et de gaz au monde. Je crois que ça doit faire partie de la solution du gouvernement en Afrique. Évidemment, Affaires mondiales Canada et Exportation et Développement Canada ont répondu aux objectifs du gouvernement du Canada visant à diversifier les stratégies commerciales et ce sera pris en compte au fur et à mesure que ce sera lancé. Passons maintenant à Mme Anita Vandelbelt. Vous avez 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre sur quelque chose que vous avez dit, M. Smith. Vous avez parlé de la marque du Canada, notamment lorsqu'on parle de développement des ressources. J'ai parlé à des fonctionnaires au Congo. Ils ont dit qu'ils voulaient avoir des relations plus importantes avec le Canada, notamment en termes de développement des ressources. C'était parce que le Canada apporte une valeur. Le Canada s'assure qu'aucun conflit n'est créé dans les régions locales en raison de conflits existants par rapport à ces minéraux. Nous respectons les normes environnementales. Donc, nous apportons quelque chose qui n'est pas apporté par les autres partenaires. Il s'agit d'un avantage pour le Canada. En termes de commerce mondial, en règle générale, le Canada a un commerce qui serait plus personnel, en fait. Le commerce ne bénéficie pas seulement aux grandes entreprises, mais il inclut également les individus. C'est très important à l'heure actuelle, alors qu'il y a une tendance anti-mondialisation. Et pour contrer ces tendances, il faut travailler pour le commerce mondial et il faut faire la même chose qui a été fait au niveau du capitalisme. Il faut trouver une solution qui est bénéfique pour les gens. Alors, je me demandais si vous pouviez élaborer quant à la façon dont est perçu le Canada dans de tels domaines. Pour ce qui est de la Banque du développement en Afrique, nous utilisons des capitaux, mais l'objectif est d'avoir des avantages pour la population sur le terrain. Plusieurs commentaires ont été faits sur des pays en Afrique où on retrouve des pays riches, mais des gens pauvres. Donc, comment est-ce que nos mesures commerciales pourraient permettre d'améliorer la situation? Je vais commencer. Je crois que c'est au cœur de relations mutuellement bénéfiques. Il faut que ce soit bénéfique pour la société canadienne, mais également pour les pays avec lesquels nous établissons des partenariats. Nos valeurs et nos normes font de nous un partenaire intéressant pour les pays africains. Lorsque nous avons développé la stratégie, nous l'avons fait non seulement en passant aux différentes possibilités en Afrique, mais également en pensant à ce que nous avions à offrir. Nous avons donc pris en considération les avantages que nous avions et qui font de nous un partenaire de choix.
Nous savons également qu'il existe différents secteurs qui sont intéressants pour les pays africains, notamment l'agriculture. Nous avons également des partenariats en éducation. Donc, il s'agit de forces canadiennes et on nous demande d'être partenaires. Nous avons donc un avantage lorsque nous faisons des affaires parce que nous sommes également un pays qui parle français. Nous devons donc tirer parti de ces aspects qui représentent un avantage canadien. Je ne sais pas si Drew veut ajouter quelque chose. J'aimerais parler de cet élément. J'aimerais donner un exemple concret de ce sur quoi l'on se concentre lorsqu'on parle d'élargir ce bénéfice mutuel. J'aime bien le travail que nous faisons avec le Fonds de garantie africain. Nous avons un projet avec la Banque de développement africaine. Notre projet vise à fournir des garanties aux institutions financières africaines. L'objectif est de fournir des services financiers aux femmes. Les femmes, en fait, sont de très bonnes clientes. Par contre, on les considère comme étant trop risquées. Donc, ce système de garantie permet de fournir un incitatif aux institutions financières pour les femmes. Ces garanties ont très rarement besoin d'être utilisées, en fait, parce que les femmes sont en meilleure partie que ce que nous croyons. Vous avez également travaillé avec la Banque de développement africaine pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement de crédit encore. Donc, on peut voir un meilleur retour sur l'investissement auprès de ces populations. Il est dans l'intérêt canadien, tout particulièrement lorsque nous faisons des affaires, de faire affaire avec des pays démocratiques. Je parle ici de pays qui ont de bons systèmes démocratiques, qui ont des bonnes relations avec leurs citoyens. Ça va parler de gouvernance. Je sais que le Canada essaie d'accroître sa capacité en termes de bonne gouvernance. C'est toujours mieux lorsqu'un pays qui rend des comptes à sa population et qui fournit des services d'éducation et de santé par l'entremise dans son propre système. C'est beaucoup plus durable comme relation que si nous continuons d'offrir de l'aide externe. Alors, je me demandais si vous pouviez en parler davantage. Nous avons dépassé le temps, alors nous devrons attendre. Passer de 40 secondes. Merci beaucoup. Monsieur Simard, 2 minutes et demie. J'aimerais revenir sur la question énergétique soulevée par mon collègue, Monsieur Chung. Un peu plus tôt, quand Monsieur Oliphant vous a questionné, vous avez parlé d'un pivot, peut-être de changer les relations paternalistes pour passer de relations d'égal à égal et de partenaires économiques. Et ça me fait penser au langage qu'on utilise quand on parle de nos relations avec les communautés autochtones, où on dit que ça doit être un choix libre et éclairé. Donc, sur la question énergétique, je crois qu'il faut faire la distinction entre les besoins énergétiques du milieu industriel et les besoins énergétiques des individus. M. Smith nous disait que la majorité des pays n'ont pas accès à l'électricité. Donc, à ce moment-là, quand on regarde ça, les sources d'énergie les plus à faible coût, généralement, c'est l'éolien et le solaire. Si notre objectif, c'est de donner de l'énergie à des gens et non pas à des procédés industriels, c'est de favoriser l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc, en ce sens-là, il ne faudrait pas mélanger nos intérêts commerciaux, qui sont de faire le commerce du gaz et du pétrole, avec l'épanouissement énergétique des Africains. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être qu'il y a des sources d'énergie propre qui sont plus intéressantes pour eux que nécessairement le gaz et le pétrole. I can answer that in a general sense. Je peux vous donner une réponse générale et peut-être que mes collègues pourraient vous donner plus de précision. Je peux vous dire qu'une des difficultés en Afrique, c'est le fait que quand on parle d'énergie renouvelable, on peut soit le faire à petite échelle, donc il y a des micro-réseaux électriques, mais pour élargir cela à une plus grande échelle, pas pour l'aspect commercial, mais pour la population, c'est difficile. Donc, cette transition
pour quitter les hydrocarbures est plus difficile. Donc, un député l'a dit, le fait de remplacer les hydrocarbures et le charbon par les énergies renouvelables est quelque chose de difficile parce que dans certaines parties de l'Afrique, le réseau électrique ne le permet pas. Vous avez 20 secondes. Pratique pour les relations équilibrées. Looking to South Africa and Canada's investments in the just En ce energy qui concerne l'Afrique du Sud, il y a eu des investissements pour que l'Afrique du Sud cesse de dépendre du charbon. Et c'était une bonne occasion pour le Canada. Mais à la base, il y avait un prêt pour le gouvernement de l'Afrique du Sud qu'il devait rembourser chaque 6 mois. Par contre, il y avait beaucoup de chômage dans le pays et ça permettait de créer des emplois. Merci beaucoup. Merci de vos témoignages aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Je demande maintenant le consentement unanime des membres du comité pour passer à huis clos pour discuter des travaux du comité. Merci.